Merci. Oui, donc je ne suis pas un artiste. Je ne vais pas m'excuser, mais je suis que un chercheur. Je n'étais pas bien sûr que c'était intéressant pour tout le monde de voir ce que je fais au laboratoire. Les organisateurs avaient envie d'avoir une sorte d'avis peut-être externe ou d'avis d'un scientifique. Peut-être le candide, c'est pas souvent que je fais des séminaires en étant le candide de l'audience, mais je suis peut-être pas le seul. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'ai un contact avec ce bio-art, etc. C'est intéressant. C'est un contraste, une interface que je vais continuer de suivre en tout cas. Donc voilà, j'ai préparé quand même 10 minutes pour vous montrer une partie des choses qu'on fait dans le laboratoire. Donc je suis directeur d'une équipe à l'Institut Curie, juste au-dessus, pas très loin d'ici. En fait, on fait beaucoup de choses dans le labo et je peux pas en 10 minutes vous présenter tout ça. On fait, par exemple, j'aime à penser que dans le laboratoire, on évite au plus possible de faire l'expérimentation animale. Donc on a développé énormément de stratégies pour justement pas travailler chez l'animal. Donc en voyant tout ce détournement des animaux, c'est assez surprenant pour moi, parce qu'on fait vraiment de notre mieux, nous, pour ne pas les faire entrer dans le laboratoire. On fait par exemple des anticorps pour la recherche et pour les applications cliniques, mais complètement in vitro. Donc c'est assez intéressant de voir que quand nous on s'en écarte, d'autres s'en rapprochent. Donc ce que je vais juste vous montrer ici, c'est ce qu'on fait au niveau de l'étude des cellules, pour vous montrer un peu la biologie cellulaire telle qu'on l'a fait dans mon labo. Alors, une cellule, j'imagine qu'il y a quand même des biologistes ici, donc vous êtes au courant de ce que c'est qu'une cellule, mais pour pas mal de gens, une cellule c'est ça. C'est une petite pièce, c'est quelque chose de fermé, structuré, avec des murs assez rigides. Et en fait, c'est pas faux, parce que l'origine de ce mot cellule qui a été donné pour la biologie cellulaire, ça vient vraiment de ça. L'idée qu'ils avaient, c'était une petite chambre. Donc c'est vraiment quelque chose qui isole et qui fait que ce qui se passe à l'intérieur de la cellule est différent de ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Alors j'ai mis la définition en français ici, en anglais, là c'est quand même une origine latine, donc la vraie définition est quand même plutôt francophone. Et donc c'est vraiment l'idée d'une petite chambre, d'une unité homogène où il se passe des choses intéressantes à l'intérieur qui ne sont pas à l'extérieur. Et ça reste une définition forte et importante même dans la biologie cellulaire moderne. On s'est rendu compte que c'est quand même une définition limitée, parce que quand on regarde les vraies cellules dans les organismes, ici c'est un épithélium d'un intestin, donc avec les varicosités, etc. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup de types de cellules. Il n'y a pas une cellule, et on le sait, et tout le monde le sait, les cellules des neurones ne ressemblent pas aux cellules des muscles, et je crois que c'est du langage courant maintenant de savoir qu'il y a une diversité. Donc en plus de cette idée d'une cellule qui est vraiment l'idée qu'on a homogène, hein, imaginez une cellule de moine ou une cellule de prison, on n'a pas une idée de diversité là. Donc ça c'est faux, les cellules elles sont diverses, donc il faut rajouter la diversité, et ce qu'il faut rajouter aussi, et c'est le plus important dans ce que je fais moi, c'est la communication. On ne communique pas beaucoup d'une cellule à l'autre, on peut un peu taper, faire du bruit, mais en moyenne les cellules c'est quelque chose qui a une image d'isolation. Et nos cellules elles font exactement le contraire. Une cellule elle ne peut pas vivre sans communiquer, il n'y a aucun moyen pour une cellule. Le vivant a commencé en faisant ça, en trouvant un moyen d'isoler l'intérieur de l'extérieur, mais en communiquant, ne serait-ce que pour aller chercher de l'alimentation, du glucose, de l'énergie. Il faut communiquer, mais les cellules dans notre corps, elles communiquent beaucoup plus que ça, elles émettent des signaux, elles bougent. Donc la communication est importante. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des contacts et que la cellule s'organise et sache envoyer des récepteurs, des émetteurs aux beaux endroits dans les cellules et s'organise. Donc une cellule, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est organisé. Alors juste pour vraiment les non-biologistes, à quelle échelle on travaille, j'aime bien ce film-là, si vous ne le connaissez pas, allez le télécharger sur Internet, The Power of Ten, qui est un très vieux film des années, avant les années 70, même. Donc il a à peu près mon âge. Il montre un peu les échelles de grandeur. Donc l'échelle à laquelle on travaille, c'est celle-ci. Donc le film va vous le montrer. On va franchir la peau ici, le port de peau. Donc on est en train de passer ici, là, dans l'intérieur d'un épithélium cutané. Donc on se rapproche, on est encore plus petit que ça. Et nous, on va travailler à cette échelle-là. Donc vous voyez, par rapport à l'échelle laquelle on a travaillé là, à part sans doute le travail sur les algues, où finalement, de façon massive, mais c'est quand même l'action de cellules qui était regardée. On travaille au niveau de ça, de cet échantillon cellulaire dont le diamètre, par exemple ici, c'est un lymphocyte, une cellule du sang, fait à peu près 10 microns. Donc c'est l'échelle à laquelle nous on doit travailler. Donc ces cellules, pendant longtemps, on a pensé que c'était des sacs à enzymes. Il se passait des choses à l'intérieur, ça on en était sûr, mais de façon un peu globale. Donc c'était un peu l'image qu'on avait, une sorte de goutte d'huile creuse, et à l'intérieur de cette goutte d'huile, il se passe des choses, des réactions chimiques et biochimiques. En fait, on sait que c'est pas du tout ça, et quand on a pu regarder à l'intérieur des cellules, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus organisé que ça, et que dans la cellule, les différents compartiments dans lesquels il se passe des activités différentes,
sont structurés. Vous le savez par exemple pour le noyau, qui est l'endroit où l'ADN est rangé, est très différent du reste, mais nous on sait, et c'est ce que j'étudie au laboratoire, qu'il y a d'autres structures, on appelle ça des organites, ou organelles en anglais, délimitent des endroits où il se passe des réactions particulières. Les protéines sont par exemple synthétisées au début dans le réticulum endoplasmique, c'est là que la vie d'une protéine qui va être sécrétée, une protéine comme l'insuline par exemple, va commencer sa vie, elle va être ensuite transportée dans une autre structure qui s'appelle l'appareil de Golgi. Et dans cette structure-là, il va y avoir des modifications, les protéines vont être glycosylées, donc on va avoir des sucres, elles vont être coupées en morceaux, elles vont être triées et envoyées où il faut. Par exemple dans un neurone, certaines protéines doivent aller dans l'axone, mais pas toutes. Donc à ce niveau-là, il y a du tri qui va être fait, et c'est ce genre d'organelle qui va le faire. Et ensuite, et enfin, ça va arriver à la membrane plasmique, à l'extrémité, à la structure qui délimite l'intérieur de l'extérieur, et c'est là que vont se passer des événements de transport de molécules, de signalisation, d'émission de signaux, etc. Et puis tout va se passer aussi dans l'autre sens. Les cellules vont aller prendre de l'extérieur, par ce qu'on appelle l'endocytose, par exemple des lipides, hein, vous connaissez sans doute le cholestérol, etc. On va aller le chercher à l'extérieur, on n'est pas capable vraiment de fabriquer tout ça nous-mêmes, donc on va aller les chercher. Donc là, la cellule, elle s'organise pour communiquer, et c'est sur ces thématiques qu'on travaille dans le laboratoire depuis pas mal de temps. Alors, nous, notre intérêt, c'est de comprendre la diversité de ces routes. La cellule, non seulement elle s'organise, mais elle a plusieurs missions différentes. Et comme je vous l'ai dit, envoyer des protéines vers l'axone ou vers le reste du corps cellulaire du neurone, c'est pas pareil. Et les points de contrôle, la façon qu'ont les cellules de trier ces protéines n'est pas complètement connue, et nous, on travaille sur ça. Donc une cellule vue du dessus, et ça vous rappellera l'image mentale qui a été vue avant, et ça, c'est l'image cellulaire. Donc vous voyez, ça se ressemble beaucoup, et finalement, il y a un effet d'ordre de grandeur où à tous les ordres on est à peu près aussi complexe, et c'est pas faux d'ailleurs, je pense qu'il y a autant de complexité à l'intérieur d'une cellule qu'à l'intérieur du corps. Donc c'est un peu ça, et c'est vraiment l'image que vous devez avoir de ce qui se passe dans vos cellules à chaque instant, c'est ce genre de route. Il y a des mouvements, des déplacements à l'intérieur des cellules qui ressemblent à ça, à des routes extrêmement encombrées, dans lesquelles chacun va à un endroit particulier et tout se passe pas au hasard. En tout cas, il y a une direction. Et donc nous on regarde ça en temps réel, dans les cellules vivantes. Donc notre but au laboratoire, c'est de faire le plus possible de nos expériences dans des cellules vivantes et de regarder réellement la diversité du vivant sans l'altérer. Donc pour ça, ce qui a été très déterminant dans mon domaine, c'est l'arrivée de protéines fluorescentes. Alors dans le domaine du bio, vous le connaissez, puisque c'est comme ça qu'on a fait des lapins ou des souris fluorescents. En fait, c'est venu d'abord, évidemment, dans les laboratoires. Nous, on a reçu ça comme étant une sorte de Graal. On était enfin capable de regarder à l'intérieur des cellules sans les ouvrir, sans les fixer, sans les tuer. Donc on laisse la cellule vivante et on voit à l'intérieur des cellules ce qui se passe parce que la protéine, elle est fluorescente. Il suffit d'envoyer une lumière pour en récupérer une autre, et donc on voit à l'intérieur des cellules. Et donc si on regarde le transport à l'intérieur des cellules, c'est ce qu'on voit. Donc c'est vraiment l'autoroute que je vous ai montré avant, mais ça c'est une cellule vivante. C'est d'ailleurs sans doute une cellule là, je vous en parlais avant. Donc qui transporte ici une protéine qui va être donc, synthétisée dans cet appareil de Golgi ici, enfin dans le réticulum, puis dans l'appareil de Golgi, ce que vous voyez là. Et puis là maintenant il y a des petites vésicules, des sortes de gouttelettes qui vont transporter vers l'extérieur de la cellule. On est capable de regarder ça maintenant en temps réel, de le quantifier, de le tracer, d'avoir des vrais modèles et des perturbations, hein, comme toujours la biologie, ça a été d'altérer le vivant pour mieux le comprendre. Donc maintenant qu'on peut le regarder, on peut le modifier, le déstabiliser pour comprendre comment ça se passe. Et notre défi à nous, c'est de l'altérer de telle façon à le contrôler. Et donc, ce qu'on appelle le biohacking dans le domaine artistique, en fait, on le fait chaque jour. Nous, on essaye de modifier nos cellules vivantes pour les comprendre et pour arriver à avoir des modèles derrière et avancer dans les concepts. Mais ce qu'on s'est dit, nous, c'est que si on regarde tout à l'équilibre comme ça, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que c'est comme si vous regardiez de nouveau une route, mais en temps réel. C'est-à-dire une autoroute, vous ne savez pas d'où viennent les gens, où ils vont aller, quelles sont les directions. Donc on s'est dit, nous, il faudrait qu'on synchronise, qu'on laisse tout le monde partir en même temps et regarder où chacun va aller. Donc on a décidé de développer des systèmes de synchronisation pour faire que tout ce système-là va avoir lieu à un certain instant quand nous, on l'a décidé. Donc on a modifié nos cellules pour être capable de synchroniser ces événements-là. Alors pour faire ça, on a dû développer de la biotechnologie, ça c'est des choses qu'on fait beaucoup au labo, de trouver des astuces. En fait, on est autant des inventeurs que des chercheurs, je dirais. On essaie de trouver comment modifier les cellules pour qu'elles répondent à nos besoins. Et donc on avait ce problème-là, on a des protéines qui sortent des cellules, mais elles n'arrêtent pas de sortir. Donc nous, ce qu'on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à les empêcher de sortir, et puis à un moment, quand nous on a décidé, de dire, allez, tout le monde y va, et maintenant on va regarder à quelle vitesse, quelle direction, et comment ça se passe, quels sont les modes de transport. Donc ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a rajouté un crochet à l'intérieur de ces compartiments.
On en fait en sorte que cette protéine ne puisse pas partir, parce qu'elle est vraiment physiquement accrochée, jusqu'à ce qu'on décide qu'elle peut y aller. Donc on a un système qui nous permet comme ça de définir à l'intérieur des cellules ce qui se passe, est-ce que c'est accroché ou est-ce que c'est relargué. Et grâce à ça, on a pu synchroniser le transport, donc dire, avant qu'on le décide, toutes ces protéines sont stockées tout ensemble dans ce qu'on appelle donc ce réticulum, qui est le point de départ, et à un instant T, quand on ajoute une petite molécule sur les cellules, toutes les protéines partent et vont dans le compartiment suivant. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on réalise ces expériences sous le microscope. Vous voyez, avant l'addition de cette petite molécule, tout est stocké au même endroit, on ajoute la molécule, et tout ensemble, les protéines vont partir et vont arriver dans le compartiment suivant. Et donc nous, on est capable maintenant de quantifier ça, d'avoir des systèmes d'analyse d'image quantitative, et puis surtout de modifier nos cellules, altérer l'expression de certains gènes pour regarder quels sont les impacts de ces modifications. On peut évidemment le faire pour d'autres étapes, donc pas seulement la première étape du transport, mais aussi la suivante, donc où là les protéines vont vraiment sortir, de nouveau c'est comme l'insuline qui doit être vraiment sécrétée pour aller être diffusée dans votre sang. Donc on peut faire la même chose, on les retient, et puis à un instant T, tout le monde s'en va, arrive dans le compartiment suivant, et donc là encore on est capable de le suivre, de le comprendre, de l'étudier et de l'altérer. Donc ça c'est le système qu'on a développé et sur lequel on travaille pour poser différentes questions fondamentales et essayer de comprendre comment marchent les cellules vivantes, quels sont les phénomènes qui permettent à la cellule de déterminer à quel endroit et comment sont transportées les protéines. Donc une grosse partie de mon laboratoire travaille vraiment sur des questions purement fondamentales, on est des biologistes cellulaires fondamentaux. Mais on a aussi évidemment compris qu'on pourrait appliquer ça à des questions beaucoup plus appliquées. Alors déjà je travaille à l'Institut Curie, qui est un centre de recherche contre le cancer, donc on est quand même poussé, même si on n'est pas obligé, mais on est quand même poussé à étudier ce genre de problème. Notamment, moi, quand je vais dans mon laboratoire, pas pour faire pleurer, mais je passe devant la mort, donc il y a régulièrement des gens qui sont là à attendre leurs proches. Donc, c'est des choses qu'on vit, nous, vraiment, en tant que chercheurs, quand on travaille sur un centre de recherche contre les cancers. Ce contact-là, au fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de ces maladies, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Donc, on a quand même en permanence cette volonté de dire, ok, on le publie, on le rend public, hein, notre but, c'est de rendre public nos recherches, mais peut-être aussi de trouver un moyen de les appliquer. Et donc on s'est dit qu'on pourrait étudier ça, alors on arrive à faire des choses en multiples couleurs, et donc on peut vraiment comparer comment se passent les choses. Donc on s'est rendu compte qu'on pourrait se dire, peut-être on peut empêcher le transport de quelque chose de pathologique, et puis ne pas empêcher le reste de la cellule qui doit, lui, fonctionner. Donc est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre capacité à étudier ces cellules pour trouver des moyens de lutter contre le transport de certaines protéines mises en jeu dans des pathologies qui vont être délétères chez des patients. Donc en plus de toutes ces recherches fondamentales, on a aussi défini des recherches beaucoup plus appliquées maintenant. Donc les mêmes questions, on les pose sur avec des protéines qui, elles, ont un impact sur des maladies. Par exemple, cette étude du transport des protéines, on le fait sur des rapporteurs modèles, des choses dont on veut juste comprendre le fonctionnement, mais aussi sur ce genre de protéines. Par exemple, le TNF, c'est une protéine de l'inflammation, le tumor necrosis factor. Quand il est sursécrété, et c'est notamment chez les personnes âgées, il y a de l'arthrite qui a lieu, mais aussi chez les personnes qui ont des Crohn's disease, donc des maladies intestinales. Et donc si on pouvait bloquer la sécrétion de ce TNF, ça serait très bénéfique pour les patients. En fait, un des médicaments les plus distribués en ce moment, c'est un anticorps qui bloque l'activité du TNF, parce que, évidemment, avec le vieillissement des populations, l'arthrose est un gros problème. Donc on essaie de trouver des façons de bloquer la sécrétion de cette protéine. Une autre sur laquelle on travaille, cette protéine qui s'appelle MT1-MMP, c'est assez barbare, mais c'est une protéase, c'est une protéine qui coupe les protéines, et qui est sécrétée par les cellules tumorales, et ça leur permet d'envahir les tissus, de quitter la tumeur primaire pour aller faire des tumeurs secondaires. Donc là encore, si on était capable de trouver comment est sécrétée cette protéase, on pourrait peut-être trouver des façons de l'inhiber et de bloquer, ou en tout cas de réduire la formation de métastases. Le troisième exemple dont je vous parle ici, mais on en a d'autres, c'est cette protéine qui s'appelle CCR5, qui est une protéine qui n'est pas essentielle à la vie, mais qui est le co-récepteur du virus du sida, de HIV. Et si les cellules n'ont pas CCR5 à leur surface, les virus de HIV, en tout cas ceux qui contaminent nos populations, n'entrent pas dans les cellules. Donc si on était capable de bloquer la présence de cette protéine à la surface, les virus ne pourraient plus infecter. Et on sait que cette protéine n'est pas nécessaire à la vie. Des gens existent dans la population qui sont naturellement dépourvus de CCR5 à leur surface et ils sont naturellement résistants au virus. Donc là encore, non seulement nos connaissances nous permettent d'avancer dans la compréhension du vivant, mais on se dit que peut-être on pourrait les appliquer pour donner des nouvelles options thérapeutiques. Et on a en effet fait du criblage et trouvé des molécules qui bloquent. Alors évidemment, c'est pour l'instant dans mon laboratoire, c'est pas encore en clinique et c'est loin d'être en clinique. Mais en tout cas, on a montré que c'était possible. Il y a un jeu des possibles, on est capable d'utiliser nos connaissances en biologie cellulaire pour
permettre de perturber l'arrivée de ces protéines à la surface. Donc évidemment, tout ça, je ne le fais pas seul. Hein. Moi, je ne suis que le directeur de cette équipe. Les gens qui travaillent sur ces sujets sont indiqués ici, notamment Gaëlle, qui est une stagiaire postdoctorale dans mon laboratoire depuis 4 ans maintenant, qui fait ce genre d'expérience. Et puis on est en interaction, par exemple, avec des labos qui vont étudier l'infection, vraiment l'infection des virus du sida. C'est pas du tout mon expertise. Et donc on travaille en interaction avec beaucoup de gens. Par exemple ici, c'est les gens qui font l'imagerie à l'Institut Curie qui nous permettent d'avoir des microscopes comme ça, qui donnent une capacité à regarder le vivant en temps réel. Donc voilà, c'est un des sujets qu'on développe dans le laboratoire, donc on est évidemment très loin du bioart et de ce dont on discute aujourd'hui. C'était peut-être pour contextualiser ça. Alors on s'est dit quand on avait discuté en préparant cette conférence que peut-être je pourrais aussi imaginer quelques questions qui se posent à moi quand je lis ou je regarde ce qui se passe un peu autour de ces sujets de bioart et biodesign. Donc j'en ai posé une qui m'a attiré dès le début. Alors d'une part, c'est quoi la différence bioart, biodesign et puis research, enfin ce que je fais moi finalement, pourquoi c'est pas du bioart, pourquoi c'est pas du biodesign, et je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Ce que j'en fais en fait, sans le savoir, peut-être je suis un peu Monsieur Jourdain, peut-être en fait je suis un poète, et puis je ne le savais pas. Pourquoi on ne fait pas du bioart en fait, c'est quoi est-ce qu'il y a une différence d'esthétique dans ce que vous avez vu, dans ce qu'on fait? Alors l'esthétique c'est très relatif, on a chacun son point de vue j'imagine, mais voilà un peu des images des cellules, et ça c'est le vivant, hein, on manipule un peu, on impose certaines formes à des cellules, on impose certaines adhérences aux cellules, on leur enlève certains composants qui étaient présents avant, donc on les manipule, hein, c'est pas la cellule telle qu'elle se présente, c'est la cellule telle que nous on la présente. Et le résultat esthétique est, à mon avis, assez intéressant. Donc je ne suis pas sûr que la différence soit l'esthétique. Probablement les objectifs, ça c'est certain. Les objectifs pour lesquels nous on fait ces recherches et les objectifs d'un artiste. Et donc probablement la posture et le cheminement est très différent. Et là je pense que c'est probablement là qu'on doit avoir les plus grosses différences. On ne vient pas des mêmes endroits et on ne va sans doute pas au même endroit, donc ça rejoint un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure. Entre un biohacker et moi, quelle est la différence? Ça va, je travaille pas dans un garage, donc c'est une différence, mais est-ce qu'on n'est pas hors de ce système-là? Parce qu'en fait, moi, c'est mon boulot, c'est ma profession, et donc, puisque c'est mon métier, je peux peut-être pas être un artiste dans mon propre métier, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on serait exclu. C'est des pistes, hein, je ne dis pas que j'ai la solution pour ces questions, et je pense que j'ai laissé les points d'interrogation pour ça. Est-ce que c'est un problème d'organisation? Je fais partie du CNRS, donc je fais partie d'une unité de recherche en biologie cellulaire. Je ne fais pas partie d'une unité de recherche en art ou de création d'art. Peut-être que si je faisais les mêmes expériences dans une structure dont les objectifs sont orientés vers des objectifs de type artistique, peut-être même que mes expériences seraient modifiées, mais peut-être que donc la structure dans laquelle je travaille, peut-être ça impacte ce positionnement. Et puis l'autre chose qui est quand même important, je crois qu'il y a des positionnements d'éthique et d'évaluation de ce que je fais qui sont quand même différents. Il y a des choses que, à mon avis, on devrait discuter. On a nous des obligations d'éthique qui sont gigantesques. Si je vous parlais de ma vie en laboratoire, c'est une sorte de combat dès qu'on va faire des expériences sur le vivant. Juste une anecdote, on vient de découvrir une façon pour les cellules de se réparer quand elles sont endommagées. Donc, toutes nos cellules ont parfois des défauts à la surface, il faut qu'elles soient réparées. Et on vient de découvrir un système, et en interaction avec un groupe à Grenoble, Rémi Sadoul, ils ont des souris qui sont mutantes pour un des composants qu'on a mis en évidence. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être qu'on devrait regarder si vos souris, elles n'ont pas un problème pour réparer quand il y a des défauts. Et une des cellules qui a le plus de problèmes de ce type-là, c'est les muscles. Parce que quand on les active, vous le savez, si on va trop loin, il y a des déchirures. Et en fait, en permanence, nos muscles souffrent un peu, il y a des micro-déchirures. Et donc il faut réparer. Donc on s'est dit, peut-être on pourrait faire courir vos souris, et puis regarder si elles se fatiguent plus vite que les normales. Et bien on n'a pas le droit de faire ça dans un laboratoire. Donc pour faire courir une souris dans une cage, il faut un dossier qui met 8 mois. Et donc il faut qu'on obtienne une autorisation pour faire courir les souris. Alors on peut le faire, mais si on veut publier nos recherches ayant fait courir des souris, il faut qu'on ait une autorisation. Donc je ne vous parle pas de mettre du savon dans les yeux, là, hein, juste de faire courir des souris. Donc vous voyez, donc il y a un contraste dans ce que je vis moi dans le laboratoire pour la moindre expérience d'une banalité comme celle-ci. Certaines sont plus compliquées. Hein. Pour avancer sur le vivant, donc on a là aussi des contraintes qui sont différentes et qui sont peut-être légitimes d'ailleurs, hein, mais en tout cas on a des contraintes qui sont différentes.
Et puis pour aller vite, parce que je suis peut-être un peu long, les autres questions qui étaient intéressantes, c'est se dire, et demain, puisque finalement on devient de plus en plus puissant, alors là, le séminaire qui vient de précéder était vraiment à cette image-là, le biodesign, la systems biology devient extrêmement puissante, et on n'a pas parlé là, mais le fait d'être capable de faire de l'ADN de synthèse est sans doute ce qui est le plus accélérateur dans ce genre de choses, parce que finalement le biodesign il existe depuis que la biologie moléculaire existe, hein, c'est juste qu'on était très lent avant, mais de nos jours on est de plus en plus rapide, et ces révolutions elles ont 2, 3, 4 ans, et on est capable maintenant de refaire des organismes vivants entiers, alors des bactéries pour l'instant, en synthèse. Donc on est juste à la veille de faire pour des organismes beaucoup plus complexes, donc le biodesign va quitter la bactérie un jour ou l'autre. Donc il faut le savoir, c'est des révolutions qui sont en marche, et donc ça existe, et il faut sans doute les anticiper. Et là, je crois vraiment que le contact entre les scientifiques purs, tels que moi, et puis les bioartistes sont vraiment intéressants, parce que finalement, il y a une anticipation de ce qu'on va vivre. Alors, les scientifiques, on travaille plutôt en moratoire, donc parfois on se dit, on ne devrait pas faire ça. Et vous êtes plutôt dans l'anticipation, et peut-être qu'il y a une chose à faire à l'interface qui serait intéressante. Et voilà, puis l'autre chose qui moi m'inquiète beaucoup, c'est que Internet a aussi beaucoup changé les règles du jeu. Des choses qui étaient connues dans nos laboratoires pendant longtemps, puis publiées, discutant entre spécialistes, mettaient beaucoup de temps à irradier dans le public, et donc finalement on avait peut-être le temps de préparer aussi le public à certaines notions. Aujourd'hui c'est disponible sur Internet en temps réel, donc tout le monde a accès à la même information en même temps, que les esprits soient préparés ou pas à cette information. Et ça c'est vraiment important, parce que du coup on diffuse l'information sans la notice qui va avec. Et par exemple, la publication sur Dolly m'avait choqué du fait qu'on appelle cet animal avec un nom humain, par exemple. On était en train de faire du clonage qui allait être choquant pour les sociétés. On clonait un être vivant, donc ça réveille des peurs chez les gens. Et au lieu de l'appeler la XB312, on l'a appelé Dolly. Donc il y a des gens qui s'appellent Dolly. Hein. Et donc, non mais c'est important. Et donc les scientifiques qui ont fait ça, on crée une sauce. Ah, c'est gentil, il y a des cadeaux ici. On crée un être cloné, et en plus ils lui ont donné un nom humain, ce qui me semblait quand même une sorte de chose. On ne se rend pas compte que l'information elle sort de nos labos le lendemain de notre publication, et que tout le monde, le monde, Libération et Nature, a accès à la même information en même temps, et que tout le monde n'a pas les mêmes notices, les mêmes informations. L'autre chose, mais ça j'en ai déjà parlé, c'est quelles sont les limites. Alors nous on a des limites en science, qu'on s'impose à nous-mêmes, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, certains pensent qu'il n'y a pas de limite à la science, et qui sont imposés par des comités. Sinon, nos labos sont fermés, on n'a tout bêtement pas le droit de travailler. Il y a des dossiers OGM, par exemple, pour à chaque fois qu'on utilise des organismes génétiquement modifiés, même des bactéries, on doit faire des dossiers. Donc on est de façon forcé à respecter certaines limites, mais je pense qu'en plus, c'est notre boulot de se demander quelles sont les limites qu'on doit respecter. Certaines sont hors des comités. Et donc, je vous renvoie la question à vous. Qui va fixer les limites? C'est vrai pour les scientifiques, c'est vrai pour les artistes. S'il y a des limites, en tout cas si on est d'accord qu'il devrait y avoir des limites, qui va les fixer et qui va renforcer ces limites? S'il y a dépassement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à la limite, on peut fermer mon labo, mais un artiste, est-ce qu'on peut l'empêcher d'être artiste? Je n'ai pas cette impression. Donc comment on fait? Comment on gère ça? Donc voilà. En tout cas, moi, c'est des questions ouvertes, et j'ai des réponses à très peu de choses. Mais c'est peut-être mon point de vue de scientifique de biologie cellulaire dans cet environnement que je connais pas bien. Merci.